Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la conférence mondiale de l'Internet. Le monde de la technologie est en route pour l'antique ville d'eau chinoise de Wuzhen, qui s'apprête donc à accueillir la seconde conférence mondiale de l'Internet le 16 décembre prochain. La conférence de cette année réunira plus de 2000 participants venus de 120 pays et régions du monde entier. Le thème central de cette seconde conférence sera le futur et le développement de la toile. 10 forums auront lieu en marge de la conférence, couvrant 22 thèmes différents. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours indiquant les mots-clés de la conférence. La ville chinoise de Wuzhen est fin prête à recevoir les milliers de visiteurs et de participants. Une connexion Internet à très haut débit sera disponible partout grâce aux 3000 bornes Wi-Fi qui ont été installées à travers la ville. Par ailleurs, les personnes munies de smartphones pourront rapidement procéder au paiement des différents services proposés, tels que les services de restauration, en scannant les codes QR omniprésents. Pour la deuxième année d'affilée, la ville de Wuzhen accueille la conférence mondiale de l'Internet. Selon les organisateurs, cet événement sera bien meilleur que celui de l'année dernière. C'est un grand événement pour le secteur de l'Internet, avec la présence prévue de 600 compagnies mondiales de l'Internet. Plus de 2000 membres de gouvernements, professionnels et experts venus du monde entier participeront aux discussions et expositions. 3 applications seront disponibles sur téléphone mobile afin de permettre aux participants d'obtenir des informations de manière instantanée. À travers l'interconnexion, les invités pourront voir les conférenciers, voir leurs fichiers de présentation et même une place à la salle de conférence. Plus de 260 compagnies présenteront leurs produits dernier cri. La deuxième plus grande compagnie mondiale de technologie cloud, SAP, y exposera ses dernières innovations. Auparavant, il vous fallait 6 mois pour passer commande. À présent, il ne faut plus que 6 heures. Volvo présentera ses véhicules intelligents et connectés à Internet et sa technologie sans fil 5G prévue pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les compagnies chinoises présenteront également leurs technologies et produits de pointe. Cette voiture sans conducteur est équipée par le fournisseur de services Internet chinois Baidu. Son originalité repose sur sa technologie à capteurs multiples, lui permettant une précision dans son positionnement d'une dizaine de centimètres. Une dizaine de forums et 22 sujets de discussion ont été prévus pour cette conférence, couvrant des domaines tels que l'innovation, la gouvernance ou la communication culturelle sur Internet. Le but étant de faire avancer le secteur et les services proposés dans le monde. La conférence mondiale de l'Internet apporte de nouvelles technologies et services à Wuzhen. Les habitants de cette ville en voient déjà les avantages. Voyons comment l'Internet a aidé des familles ordinaires à améliorer leur vie de tous les jours. Tien Yun, 27 ans, possède cet hôtel. Il a quitté son précédent emploi et est retourné à Wuzhen pour ouvrir sa propre affaire. Sa décision est arrivée après que les organisateurs de la conférence ont choisi cette ville comme base permanente. Tien pense que l'événement apportera de la publicité et des clients. Le meilleur, c'est d'être conscient des choses. Quand vous dites aux gens d'où vous venez, ils vous disent à quel point Wuzhen est une belle ville. Le défi de Tien s'est révélé payant. Le taux d'occupation de cet hôtel est de plus de 80%, un ratio qui est plus élevé que la moyenne de cette industrie. Et plus de 85% des clients ont réservé en ligne. Mais Tien n'est pas le seul membre de sa famille à bénéficier de ces changements. Son père, Wu Linzhong, travaille dans une usine qui fabrique des portes en bois. L'entreprise a frôlé la faillite, mais son propriétaire a été inspiré par la conférence et a mis ses produits en vente en ligne. Maintenant, l'entreprise est un succès et les revenus de Wu ont doublé. Mais l'Internet n'a pas fait qu'aider la famille à gagner plus d'argent. La grand-mère de Tien souffre d'hypertension. En ligne, elle a pu obtenir un rendez-vous par webcam avec un expert de Hangzhou de l'hôpital Internet qui vient d'être créé à Wuzhen. C'est pratique, ça nous épargne beaucoup de problèmes et vous n'avez pas à vous déplacer dans les grandes villes. Wuzhen est l'une des premières e-villes de Chine. Dans les rues, les codes QR sont partout, fournissant toutes sortes de services, comme des locations de vélos. L'Internet aide les habitants, jeunes et vieux, et beaucoup d'autres bénéfices sont attendus pour les années à venir.
Politique à présent, la Chine appelle à davantage de collaboration internationale pour l'établissement d'une structure institutionnelle stable et fiable pour la sécurité maritime dans la région Asie-Pacifique. Cet appel a été fait par des responsables des ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères durant un atelier de travail dans le cadre du Forum régional de l'ASEAN. Le séminaire de 2 jours a été sponsorisé par le ministère de la Défense nationale et organisé par l'Université de la Défense nationale de l'Armée populaire de libération. L'événement a attiré les représentants de plus de 20 pays et organisations internationales. Au trouble dans la région Asie-Pacifique, tourmentée par les différends maritimes, les activités terroristes, la piraterie, le trafic d'armes et la traite d'êtres humains. Avec la sécurité comme priorité, tous les ans, le Forum régional de l'ASEAN organise de nombreuses rencontres sur les questions maritimes. Ce forum porte sur le contrôle des risques et la coopération. Les conflits maritimes se sont produits en raison d'une mauvaise compréhension. Nous devons les aborder d'une manière plus politique au lieu de se battre. Il y a toujours un moyen de résoudre ces problèmes. Nous encourageons les pays à avancer et à mettre en place la coopération existante actuelle. Nombre des conflits viennent de revendications territoriales et d'un manque d'accord sur la compréhension commune des normes. Par exemple, la Chine s'oppose à la patrouille des États-Unis près de ces zones économiques exclusives, tandis que les États-Unis pensent que garantir la liberté de navigation est une justification clé de sa présence en Asie. Le manque de précision pour certaines revendications accroît l'insécurité dans la région et entrave les possibilités d'arrangements coopératifs pour gérer pacifiquement et trouver des solutions aux conflits. La Chine emploie tous les moyens pacifiques pour appeler les gens à venir aux discussions et nous sommes à présent dans la phase des discussions sur le code de conduite. La Chine a proposé la double réflexion pour résoudre le conflit en mer de Chine méridionale et plus de 20 pays ont adhéré au CIES. L'an prochain, ce sera l'année de la mise en application du CIES, lequel est une étape pragmatique et majeure de résolution de la crise. Le CIES est une initiative de la Chine sur un code pour les rencontres non prévues en mer. Et la consultation sur un code de conduite est en cours avec les pays de l'ASEAN pour formuler des mesures préventives sur la gestion des risques en mer basées sur des propositions de la Chine. La Chine est prête à étendre les discussions avec d'autres parties sur les codes de conduite et la gestion de crise en mer selon le cadre régional de la sécurité multilatérale afin d'établir une structure institutionnelle stable et fiable pour la sécurité maritime. Tout le monde s'accorde pour dire que l'Asie a besoin d'un bon ordre en mer. Les difficultés reposent encore sur la découverte de manières viables pour gérer les divers défis maritimes. Une école primaire, une crèche et un centre de formation professionnelle ont ouvert cette semaine à Shansha, qui se trouve à l'extrême sud de la Chine et est administré par la province de Hainan. La construction des salles de classe, du bâtiment des archives ainsi que du centre d'archéologie sous-marine s'est faite en 18 mois. Les écoles couvrent une superficie de 4500 mètres carrés et le coût de construction s'est élevé à 36 millions de yuan, soit 5,5 millions de dollars. La ville planifie d'offrir également une éducation universitaire ainsi qu'une formation continue. 6 professeurs d'une université de la ville de Haikou enseignent déjà sur l'île. La ville de Shansha sur l'île de Yongxing a été établie en 2012 pour administrer les îles de Xisha, Zhongsha et Nansha ainsi que l'espace maritime de la mer de Chine méridionale. Histoire à présent, il y a 78 ans, l'invasion de la Chine par l'armée japonaise a été le début de 8 ans de massacres et de brutalité. À Shanghai, une zone de refuge mise en place par un prêtre français était devenue le dernier espoir pour les réfugiés. Le tronçon du milieu de la route Fangbang a été un témoin calme de la zone de sécurité de Nanshi. Celle-ci a été établie en 1937, un mois avant le massacre de Nanjing. Plus de 300 000 réfugiés de Shanghai, de Nanjing et des villes avoisinantes ont été logés ici dans 130 asiles sur une surface de moins d'1 km² de largeur. C'était la zone démilitarisée pour les civils chinois, située dans la vieille ville chinoise de Shanghai. Du 9 novembre 1937 au 16 juin 1940, cette zone de refuge a constitué le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang.
Il y avait un nombre incalculable de réfugiés en provenance de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire. Soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas, nous avons un asile où vous pouvez vous cacher. Là-bas, les Japonais ne vous tueront pas. » J'ai donc accouru avec ma famille dans la zone de sécurité. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang s'appelait Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il s'est fait le médiateur entre la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et la France pour l'établissement de la zone de refuge de Nanxi. Elle était respectée par les deux parties en guerre ainsi que par les autorités de la concession. Le prêtre était neutre, il n'avait pas d'affiliation politique et il pouvait parler le japonais. Il a dit aux Japonais que nous nous occuperons des réfugiés qui se trouvaient sur leur chemin. Et il a dit aux Chinois que nous ferons tout ce qui est dans notre mesure pour les aider. Il a réussi à ce que les deux parties se rassemblent, non pas pour s'entendre avec l'autre, mais pour reconnaître que la zone peut exister. C'est une leçon pour le monde. Comment amener des parties belligérantes ensemble et amener des groupes multinationaux à travailler ensemble pour une cause commune. Cela a constitué un modèle réussi pour les zones de sécurité. Le modèle Bessange a tout d'abord été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe et la ville de Nanjing lorsqu'elle est tombée aux mains de l'armée japonaise. La zone de refuge de John Rabe pendant le massacre de Nanjing est à présent bien connue. En fait, la zone de refuge de Shanghai a été la référence pour la zone de sécurité de Nanjing. Et Jacquinot a servi d'intermédiaire entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Mais la zone de sécurité de Nanjing a vite échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après son établissement. Certains des réfugiés ont réussi à se rendre dans la zone de sécurité de Shanghai, mais la plupart ont échoué. Le travail de Jacquinot a été reconnu dans le monde entier. La zone de Shanghai a été un tel modèle de succès et elle a fonctionné pendant presque 3 ans pour tellement de gens. Ça a été un argument de poids pour permettre de convaincre de la faisabilité des zones neutres. Et par conséquent, cela a été un facteur très important dans le dialogue du CICR avec les envahisseurs, capable de les convaincre. Et finalement dans l'adoption de l'article 1949 de la Convention de Genève sur les zones démilitarisées. Devenue à présent un site touristique célèbre, cette zone est emplie de rires et de joie. La paix n'est jamais facile et son importance ne saurait jamais être exagérée. Nous poursuivons ce journal avec notre rubrique Le monde de l'économie. La monnaie chinoise a poursuivi sa chute ce lundi. La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence officiel à 6,4495 yuan pour $1. Ce taux est 0,2% plus faible que le taux précédent de 6,4358 et il est au plus bas niveau depuis 4 ans. Cela a suscité des spéculations concernant le fait que la Chine cherchait à soulager la pression liée à la dépréciation du yuan avant une hausse attendue du taux par les États-Unis cette semaine. Les premiers échanges sur le marché au comptant ont été réalisés à environ 0,24% du taux de référence. Le yuan offshore s'est échangé à un taux plus faible encore, à environ 1,34% en dessous du taux de référence, à 6,5528 pour $1. Le yuan au comptant a clôturé en baisse de 0,8% la semaine dernière. La Banque centrale chinoise a déclaré que sa devise ne devait pas seulement être évaluée par les fluctuations du dollar, mais également par un panier constitué d'autres devises. Elle a souligné que le yuan restera stable à moyen et à long terme. Le représentant chinois a introduit un nouvel indice du yuan pour mieux présenter sa valeur. L'indice compare le yuan à 13 devises étrangères avec différents poids. Le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le dollar hongkongais et la livre sterling représentent un poids de 73% du panier. Le 11 décembre 2015, l'indice est posté à 101,45, soit une appréciation de 1,45% depuis la fin de 2014. La China Foreign Exchange Trade System, CFETS, a déclaré sur son site internet que le RMB resterait fort grâce aux données qu'elle a collectées.
L'indice pourrait offrir une réflexion plus complète des hauts et des bas du marché. Chang Chun, économiste en chef de la China Fortune Securities, a déclaré que l'indice conservera le yuan à un niveau plus stable. Il prévoit que le yuan restera fort face aux autres devises pour contrebalancer son impact sur un dollar fort. Mark Williams, économiste à Capital Economics, a déclaré que l'indice a complètement changé l'évaluation du yuan. Selon lui, la récente dépréciation du yuan face au dollar doit être considérée comme une dévaluation pour que les taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis puissent augmenter le dollar à un nouveau niveau. Voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse lundi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3685,94 points, en hausse de 2,51%. Et l'indice des actions B a clôturé à 396,70 points, en hausse de 1,62%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 2342,93 points, soit une hausse de 2%. L'indice des actions B a clôturé à 1289,52 points, en hausse de 1,26%. La bourse de Tokyo a fini en baisse lundi de 1,8%, pâtissant comme d'autres places de la chute des cours du pétrole. L'indice Nikkei a perdu 347,06 points à 18 883,42 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Le plus grand réseau de paiement en Chine, China UnionPay, vient de lancer son nouveau service de paiement par téléphone. Plus de 20 prêteurs étaient présents lors de la cérémonie de lancement, l'objectif étant de regagner des parts de marché perdues aux plateformes de paiement de tierces parties. Les nouveaux services de UnionPay permettront aux utilisateurs de payer via leur smartphone, seulement si les magasins où ils font leurs achats coopèrent avec certaines banques. Les transactions financières par téléphone en Chine ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, tandis que la filiale d'Alibaba, Alipay, était le principal paiement par un tiers et représentait en 2014 plus de 80% du marché. Alipay est récemment monté d'un cran en proposant 50% de réduction à ses clients s'ils utilisaient ses services le 12 décembre. Plus de 300 000 magasins, restaurants, supermarchés et cinémas en ont fait la promotion. 7 mois se sont écoulés depuis que la Chine a commencé la construction du premier réacteur dans le cadre de sa propre technologie nucléaire de 3e génération. Le projet Hualong 1 dans la province du Fujian fait partie des efforts visant à parer aux coupures de courant et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une marque fabriquée en Chine. Le Hualong 1, ces réacteurs nucléaires de 3e génération, excelle en comparaison de ses prédécesseurs. La sécurité de la technologie nucléaire chinoise fait partie des plus avancées au monde en termes d'innovation sur la sécurité nucléaire et d'établissement des standards de sécurité. Il a tiré les leçons des réacteurs de 2e génération lors de l'accident nucléaire de Fukushima et a ajouté des systèmes de sécurité passifs. Il utilise également une double enveloppe de confinement et peut résister au crash d'un grand avion de ligne et d'un séisme de magnitude 8. Avec 177 blocs de carburant assemblés dans le réacteur central, la puissance produite peut être accrue d'environ 10%. Le premier réacteur de démonstration Hualong 1 est construit dans le sud-est. La centrale nucléaire de Fuqing est en train de construire un site modèle afin de présenter la puissance technologique nucléaire de Hualong 1. Cela ouvre un canal pour permettre aux technologies nucléaires chinoises de se développer sur la scène internationale. 2 de plus seront prochainement construits, un ici et un autre à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les entreprises chinoises du secteur nucléaire ont signé de gros accords en 2015 en vue de construire à l'étranger. Et les perspectives de coopération sont immenses. De nombreux pays sur la trajectoire de l'initiative Une ceinture et une route sont dans leur phase de développement économique. Ils ont une importante demande en énergie.
Contrairement aux centrales travaillant avec les carburants fossiles, les installations nucléaires ne génèrent pas d'émissions. Les radiations à l'égard des personnes vivant à proximité durant une année sont plus basses qu'effectuer un vol en avion. Le concepteur en chef de Hualong 1 déclare que les déchets des centrales nucléaires sont strictement contrôlés. La technologie actuelle a réalisé cela et il y aura une meilleure technologie à l'avenir. L'industrie chinoise du nucléaire fait évoluer sa technologie. La recherche et la production de la 4e génération de réacteurs sont déjà en cours. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur notre chaîne.